que j'ai corrigés. Hein, le reste, je les ai pas vus. Donc, pour reprendre sur ce schéma bilan, donc au départ, en fait, on voit cette première diapositive, enfin, cette première partie où on a la coupe d'un ovocyte 2. Donc avec en orange, on a une sorte de dégradé d'orange qui représente en fait la répartition de la protéine bêta-caténine. Donc cette protéine, c'est une protéine héritée de la mère, c'est une protéine maternelle et elle est d'autant plus concentrée que l'on se rapproche en fait du pôle animal. Donc elle répond à ce que l'on avait raconté, qu'il y avait bien un gradient d'ARN et de protéines qui était croissant en allant vers le pôle animal. Ici, sur le côté, on a représenté le spermatozoïde qui va venir du coup fusionner avec l'ovocyte au niveau de cette zone-là. Hein. Ça va donner ce qu'on appelle la piqûre spermatique. Et donc, on sait qu'à l'opposé, va se former ce qu'on appelle le croissant gris qui va donner le futur dos. Et donc, du coup, du côté de la piqûre spermatique, on a le futur ventre. Donc ici, j'ai un ovocyte 2 que j'oriente. Hein, que j'oriente en anticipant du coup cette fécondation. Tout au niveau du pôle végétatif, on a l'accumulation en périphérie d'ARN messagers qui s'appellent les ARN messagers Wnt11. Suite à la rotation corticale, la rotation corticale, je vous rappelle que c'est uniquement la périphérie que le cortex de l'ovocyte. Hein. Donc cette rotation corticale va se faire ici dans le sens anti-horaire. Hein, donc, je n'ai pas représenté les granules pigmentaires qui seraient là et qui, du coup, descendraient plus bas de ce côté-là et qui remonteraient plus haut et qui laisseraient une trace ici qu'on appellerait, du coup, le croissant gris. Hein. Et cette rotation corticale, elle va délocaliser, du coup, les ARN messagers Wnt11 dans la région dorso-végétative. Donc, ici, j'ai une coupe d'un zygote, hein, puisque ici, la fécondation a eu lieu et que la rotation corticale a eu lieu. Ensuite, on va avoir le début de la segmentation, donc un premier cycle qui va nous donner du coup un embryon à 2 cellules, hein, ce qu'on appelle un stade 2. Puis ensuite, un deuxième cycle une deuxième série de cycles cellulaires qui va me donner du coup un embryon au stade 4. Puis ensuite, stade 8, puis 16, puis stade 32. Au stade 32, on est au stade morula, un petit mur. Et en fait, ce que j'ai représenté, alors ici, on n'aurait que les 16 cellules, mais il y en a 16 autres de l'autre côté. Et on voit que, en fin de compte, 30 cellules sont blanches et il n'y a que 2 cellules qui sont colorées en orange, hein, qui ont gardé leur couleur orange, c'est-à-dire les 2 blastomères dorso-végétatifs, hein, ce qu'on avait appelé les D1. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En fait, ce qui s'est passé, c'est que les ARN Wnt11 ont été traduits. Donc ici, j'ai représenté du coup un REG, un réticulum endoplasmique granuleux avec un ribosome. Et les ARN messagers vont être du coup traduits pour donner une protéine, la protéine Wnt11. Et cette protéine, en fait, elle est exocytée. C'est une protéine qui est sécrétée. Donc ici, puisque c'est une protéine sécrétée, forcément, du coup, la traduction se fait associée au réticulum endoplasmique, hein, pour que cette protéine soit prise dans le flux vésiculaire et emmenée jusqu'à la membrane plasmique où elle sera exocytée. Elle est exocytée et elle va diffuser très localement au niveau de cette zone, hein, la zone dorso-végétative, qui est la région dorso-végétative, qui est en fait le centre de Newcomb. Hein, et elle va aller se fixer sur des récepteurs, ce qui va activer donc une flèche avec comme ça là, ce type de flèche, c'est une stimulation qui va aller stimuler du coup la protéine DSH, qui va aller inhiber la protéine enzymatique GSK3. En inhibant cette GSK3, cette GSK3, normalement, hein, elle est là pour dégrader. Ici, on a justement une autre région. Hein, dans toute autre région, cette protéine GSK3 n'est pas dégradée et du coup, n'est pas inhibée, excusez-moi, et elle va dégrader la bêta-caténine. Elle va donner en fait des acides aminés. Alors, en réalité, le détail précis du processus, c'est qu'elle phosphoryle cette bêta-caténine, ce qui induit un signal qui va provoquer l'association, enfin, la fixation d'ubiquitine, et on avait vu que quand on avait une ubiquitination, on avait un adressage vers le protéasome, c'est-à-dire vers une structure qui permet de détruire du coup les protéines.
Donc ici, si je reviens à ma région dorso-végétatif, et ben ma bêta-caténine, en fait, elle va être protégée puisqu'on va inhiber la GSK3 et cette bêta-caténine, elle se rend ensuite dans le noyau. Elle va se fixer sur une séquence régulatrice qu'on appelle enhancer et elle va stimuler du coup la transcription en fait des gènes dorsalisants. Attention à ce moment-là, si on a la transcription, ça veut dire qu'on est en fait après la transition blastuléenne, puisque avant la transition blastuléenne, on n'a pas de phase G1 et G2, donc il n'y a pas de transcription. Est-ce qu'il y a des questions sur ce processus? Pas de questions, donc je vous mettrai ce schéma de correction en fait sur le forum. Si maintenant je reprends du coup le cours. Alors, vous aviez en fait de nouveaux exercices, une nouvelle exploitation de documents sur à partir du document 6. Alors, sur ce document 6, on vous disait en fait que vous aviez la définition de ce qu'on appelle des protéines morphogènes. C'est une protéine qui spécifie différents types cellulaires ou différentes régions d'un organisme selon sa concentration. C'est-à-dire qu'en gros, si elle a une faible concentration, elle donnera un type cellulaire, voire même une région de l'organisme, alors que si elle a une forte concentration, elle donnera d'autres types cellulaires et peut-être potentiellement même à d'autres régions d'un organisme. On vous disait qu'on va s'intéresser en fait aux protéines VG1 et nodales. Alors nodales, elles s'appellent aussi XNR1. Et ben ces protéines VG1 et protéines nodales sont des protéines qui sont sécrétées dans les espaces intermembranaires. Ça veut dire qu'en gros, ce sont des protéines qui sont qui sont à l'image en fait de la protéine Wnt11, qui vont venir faire de la communication paracrine. Ces protéines VG1 et nodales, en fait, elles font partie d'une famille de protéines qu'on appelle les facteurs de croissance transformants, les TGF-bêta. Elles se lient sur des récepteurs membranaires et elles activent du coup des facteurs spécifiques de transcription susceptibles d'inhiber ou de stimuler en fait l'expression de certains gènes. Leur potentiel inducteur a été étudié in vitro et in vivo. Alors la première expérience A, en fait on a fait ce qu'on appelle une hybridation in situ à partir de l'ARN M nodal. En fait, vous avez ici en fait une blastula. Donc, on est au cours de la segmentation. Et ce qui a été réalisé, c'est que sûrement on a pris ce qu'on appelle des ARN antisens nodales. Donc, autrement dit, des ARN qui sont capables en fait de s'hybrider, qui ont la séquence complémentaire de l'ARN messager nodal ou ARN messager XNR1. Et ces ARN antisens en fait devaient être marqués. Alors, je ne sais pas par quel marquage, c'était pas précisé. Alors, sur du coup la photographie, il faut faire attention parce que les zones qui sont colorées, en fait, sont de deux types. Soit c'est la présence d'un ARN messager nodal, soit c'est aussi la présence, on se rappelle, des granules pigmentaires, et notamment qui contiennent en fait des pigments de mélanine au niveau de la calotte polaire. Alors, on arrive quand même néanmoins à distinguer un peu ces deux colorations, puisque la localisation de l'ARN messager nodal, elle donne une coloration un peu plus bleutée, alors que l'autre, les mélanines, sont vraiment un pigment noir, un pigment noir. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, quand on regarde, on voit en fait que on a une répartition de l'ARN messager nodal qui n'est pas homogène. En fait, cette concentration, elle a l'air d'augmenter en allant du côté du dos, alors qu'elle a l'air de diminuer en allant du côté du ventre. En fait, on a finalement un gradient de concentration de l'ARN messager nodal selon l'axe dorso-ventral, selon l'axe dorso-ventral. Et par contre, on va en fait avoir une concentration maximale au niveau du centre de Newcomb, c'est-à-dire dans la région dorso-végétatif. Donc ça, c'était la première question. Il fallait décrire du coup la localisation de cet ARN messager nodal. Deuxième expérience. Est-ce qu'il y a des questions sur cette expérience? Deuxième expérience B. Sur cette expérience B, en fait, on travaille à partir d'embryons au stade
8 cellules. Et au niveau de ce stade de 8 cellules, on va injecter en fait dans les micromères qui formeront la calotte animale, et ben on va injecter en fait soit de l'ARN messager vecté, soit de l'ARN messager codant la bêta-caténine, soit les deux. Au stade 128 cellules, donc on est toujours au stade, là cette fois-ci on est au stade blastula, alors que tout à l'heure on était au stade morula. On va prélever en fait la calotte animale et on va l'incuber pendant 2 heures en présence ou en absence, ça dépend d'une autre protéine qu'on appelle VG1. Cette protéine VG1, on a dit que c'était des protéines sécrétées d'origine maternelle. Ensuite, troisième étape, on va faire une analyse en fait de l'expression de différents gènes. Alors, on a le gène XNR1 qui est du coup le gène nodal. On a le gène siamois et on a le gène ODC. Ce gène ODC, en fait, c'est un gène de contrôle. C'est-à-dire, c'est un gène qui n'a rien à voir avec notre histoire, dont on sait qu'il s'exprime de façon constante dans toutes les cellules. Donc, c'est pour vérifier finalement que c'est une sorte de contrôle pour vérifier que nos expériences ont bien marché, que notamment la révélation par autoradiographie a bien marché et que l'on a dans chacun des puits chargé la même quantité d'extraits de cellules. Alors, on fait une analyse RT-PCR, donc ça je vous renvoie du coup au cours de génétique, qui permettait en fait de quantifier du coup la quantité d'ARN et donc de quantifier l'intensité finalement de la transcription, autrement dit de l'expression du gène. Donc quand on regarde, alors on voit d'abord la première chose, c'est un contrôle. Donc autrement dit, on a pris simplement des cellules de la calotte animale et on a regardé du coup la présence d'ARN dans ces cellules d'ARN messager du gène nodal et du gène siamois, et on voit qu'il n'y a absolument pas d'ARN messager. Donc, autrement dit, dans des cellules de la calotte animale, ces deux gènes ne s'expriment pas normalement. Piste 2. Quand on compare par rapport justement à ce contrôle qui va nous servir de témoin, la piste 2, en fait, on a injecté dans ces cellules de la calotte animale, on a injecté l'ARN messager codant pour la bêta-caténine. Et qu'est-ce qu'on voit? Quand on décrit, on voit en fait qu'il y a cette fois-ci une transcription relativement importante du gène siamois et une transcription de la protéine bêta-caténine. On sait que cette protéine bêta-caténine, il s'agit en fait d'un facteur de transcription, activateur. Donc là, ce qu'on peut en déduire, c'est que les ARN messagers de la bêta-caténine qu'on avait injectés en fait dans les cellules de la calotte animale, ont été traduits. Ça a donné du coup des protéines bêta-caténine et ces protéines bêta-caténine, elles ont été en fait, activer la transcription en fin de compte du gène nodal XNR1 très légèrement, mais surtout du gène siamois fortement. Donc voilà, donc ici avec cette expérience-là, on montre que la bêta-caténine, en fait, elle est facteur spécifique de transcription pour le gène siamois essentiellement. On refait une expérience, piste 3, où là, cette fois-ci, on a injecté uniquement des ARN messagers codant la protéine VECT. Et là, ce qu'on détecte sur la piste 3, si on la compare par rapport à la piste 1, c'est la transcription en fait du gène nodal, du gène XNR1, et pas du gène siamois. Or, cette protéine VECT, on vous disait sur le côté que c'était aussi un facteur spécifique de transcription et qu'elle était issue de la traduction d'ARN messager maternel. Donc, c'est aussi une protéine héritée de la mère. Et cette protéine héritée de la mère, c'est en fait un facteur de transcription qui va être activateur en fait du gène nodal, du gène XNR1.
Alors, dernière expérience de cette série où on n'a pas la présence de la protéine VG1 pour l'instant, c'est une dernière expérience qui est intéressante puisque on met cette fois-ci, on a injecté à la fois les ARN messagers de la bêta-caténine et à la fois les ARN messagers qui codent la protéine VECT. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit qu'on a la transcription des deux gènes. Bon, alors ça, c'est pas, ça paraît pas, ça paraît normal puisqu'on avait vu que la bêta-caténine était un facteur spécifique de transcription du gène nodal, XNR1 et siamois, et que VECT était un facteur spécifique de transcription activateur du gène nodal. Donc, du coup, ça paraît logique. Par contre, quand on regarde l'intensité, alors déjà, on voit bien que par le contrôle, par le gène contrôle ODC, eh ben, dans chacun des puits, on a mis la même quantité d'extrait cellulaire. Par contre, si on compare, on voit que le gène siamois, il a été transcrit à une intensité égale par rapport au gène, par rapport à la piste 2. Donc, autrement dit, la bêta-caténine, en fait, a fait son travail de la même façon que sur la piste 2. Par contre, sur la piste 1, on voit que l'on a une transcription qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus forte que si on faisait la somme simplement des deux transcriptions sur la piste 2 et sur la piste 3. Autrement dit, VECT et bêta-caténine, qui sont tous les deux des facteurs spécifiques de transcription du gène nodal, du gène XNR1, ont agi, mais pas séparément. Ils ont agi en synergide. C'est-à-dire que quand j'ai que la bêta-caténine, j'obtiens une transcription d'un niveau 1, si vous voulez. Quand j'ai que la protéine VECT, j'obtiens une transcription de niveau, si vous voulez, 2. Mais quand je mets les deux ensemble, j'obtiens pas un niveau de 1 plus 2 égale 3, mais plutôt un niveau, on va dire, 6, beaucoup plus importante. Donc, autrement dit, il y a eu un phénomène d'amplification, de synergie. Est-ce qu'il y a des questions sur ces 4 premières pistes? Alors, 5e et 6e piste, là, cette fois-ci, on a fait l'expérience, mais on a, dans un dernier temps, incubé en fait en présence pendant 2 heures ces calottes animales en présence de cette protéine VG1, protéine VG1 dont on vous disait sur le côté qu'il ne s'agissait pas d'un facteur spécifique de transcription, mais qu'il s'agissait d'une protéine sécrétée. Donc, autrement dit, comme la protéine Wnt11, c'est-à-dire une protéine de communication paracrine. Alors, dans la première piste, à la piste 5, si on la compare par rapport finalement au contrôle, quand on incube des cellules de calotte animale avec la protéine VG1, on se rend compte qu'il y a en fait, après la transition blastuléenne, là, forcément, la transcription en fait du gène nodal, du gène XNR1. Donc, on peut dire que cette protéine VG1, elle active. Alors, indirectement, forcément, elle doit agir par des facteurs spécifiques de transcription, mais elle active, en se fixant sur les cellules, elle active la transcription, en fait, du gène nodal, du gène XNR. Et enfin, dernière piste 6 comparée à la piste 5, quand on rajoute en plus de la bêta-caténine, autrement dit des ARN messagers de bêta-caténine qui vont être traduits en protéine bêta-caténine, là, on se rend compte que notre bêta-caténine, elle, en tout cas, il y a la transcription du gène siamois à peu près de la même intensité en fait que les pistes 2 et que les pistes 4. Donc ça, c'est l'effet de la bêta-caténine qui a du coup activé la transcription du gène siamois puisque c'est un facteur spécifique de transcription activateur de ce gène. Par contre, on voit que on obtient aussi une transcription du gène nodal et quand on regarde, quand on fait la somme de cette petite transcription de niveau 1 et de cette transcription de niveau 2, on n'obtient pas une somme 3 d'un niveau 3, mais bien plus d'un niveau 4. Donc, autrement dit, là, on a encore un effet de synergie. On voit bien que la bêta-caténine associée finalement à la protéine VG1 amplifie la transcription du gène nodal, du gène XNR1. Donc, au final, si on réfléchit, là, on vient de voir en fait qu'on a 3 protéines qui sont capables d'activer la transcription du gène nodal.
hein, du gène XNR1. La protéine bêta-caténine qui est un facteur spécifique de transcription, la protéine VECT qui est un facteur spécifique de transcription et la protéine VG1 qui est une protéine sécrétée, hein, de communication paracrine. Toutes ces protéines sont des protéines qui sont héritées, hein, par de la mère. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que en réalité, cette protéine, c'est que la bêta-caténine, quand elle est présente avec VG1 ou avec VECT, eh ben, elle amplifie finalement les effets de ces deux protéines. Donc, quand la protéine bêta-caténine est présente avec le VECT, eh ben, elle va donner une intensité de transcription qui sera supérieure à la somme des intensités de transcription de ces deux protéines séparées. Et pareil pour VG1. Est-ce qu'il y a des questions sur cette expérience B? Alors, dernière expérience, expérience C. Alors, dans cette expérience C, on prélève en fait de nouveau une calotte animale chez une blastula et on va l'incuber en présence de cette protéine nodale. Donc, cette protéine nodale, on est d'accord qu'elle a été fabriquée par la transcription du génome du zygote. Donc, autrement dit, ce n'est plus une protéine héritée de la mère, mais c'est bien une protéine zygotique. Autrement dit, issue de l'expression du génome, et donc elle ne se formera qu'après finalement la transition blastuléenne. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on incube du coup cette calotte animale, ces cellules, ces micromères, en présence de différentes concentrations de protéines nodales, de protéines XNR1. Donc, on a testé 0, hein, donc autrement dit, ça c'est notre témoin, la piste 1. Ensuite, 1 nanomol par litre, 2 nanomoles par litre, 4 nanomoles par litre et 6 nanomoles par litre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de nouveau de la RT-PCR pour évaluer le niveau d'expression de différents gènes. Donc, on a un gène qui s'appelle XBRA, hein, et qui est un gène du mésoderme général, c'est-à-dire que c'est un gène qui va s'exprimer dans tout le mésoderme, hein, que ce soit du mésoderme ventral, latéral ou dorsal. Ensuite, on a deux autres gènes, le gène gousécoïde et le gène cordine, hein, qui sont deux gènes qui s'expriment, eux, dans le mésoderme dorsal. Hein, donc, ce sont des gènes mésodermiques dorsaux, donc ils ne vont s'exprimer que dans le mésoderme dorsal qui formera en fait le futur mésoderme de la corde, hein, et aussi une partie du mésoderme des somites. Et enfin, on a un autre gène, EF1-alpha, qui est un gène de contrôle dont on sait qu'il s'exprime dans toutes les cellules et toujours à une même intensité. Donc c'est pareil, ça nous permet de vérifier, hein, c'est une sorte de témoin de charge, hein, déjà de vérifier que la révélation, hein, a marché, hein, par exemple l'autoradiographie, mais aussi que l'on a mis la même quantité d'extraits cellulaires dans chacune des pistes, dans chacune des 5 pistes. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, première chose, on voit en fait que ce soit le gène XBRA, cordine ou gousécoïde, eh ben, en gros, plus on met de protéines nodales au contact de ces cellules de la calotte animale, et plus elles vont exprimer finalement ces trois gènes. Donc, on voit bien que, de nouveau, hein, cette protéine nodale, eh ben, comme tout à l'heure, la protéine Wnt11 ou comme la protéine VG1, eh ben, ce sont des protéines de communication paracrine qui permettent d'activer, hein, des gènes, hein, la transcription de gènes, ici des gènes XBRA, cordine et gousécoïde, autrement dit des gènes qui vont déterminer les cellules en mésoderme, hein, en cellules mésodermiques. Alors, XBRA, qui est du coup un gène du mésoderme général, et ben lui, on voit qu'on a la transcription qui est déjà très bien détectable, hein, dès finalement 1 nanomol par litre. Donc, dès aussitôt que j'ai 1 nanomol par litre, et ben le gène XBRA, sa transcription sera activée par cette protéine nodale. Par contre, pour les deux autres gènes, et ben on voit bien que la réponse est très très faible à 1, à 2. Par contre, elle devient, on pourrait dire, significativement
elle est significativement présente, cette transcription, à partir de 4. Hein, donc, il faut atteindre une concentration plus importante de protéines nodales pour activer la transcription du gène gousécoïde et chordine, qui sont des gènes du mésoderme dorsal. Donc, en gros, on voit bien ici que cette protéine nodale, elle a des effets sur l'expression du génome différentes selon sa concentration. Si elle est à faible concentration, elle va simplement du coup activer du coup les gènes du mésoderme général. Par contre, si elle est présente en forte concentration, elle va activer en plus cette fois-ci les gènes du mésoderme dorsal. Donc, elle va activer d'autres gènes en plus, les gènes du mésoderme dorsal. Tout à la fin, on vous disait que l'injection d'un inhibiteur spécifique de la protéine nodale dans l'hémisphère végétatif empêche l'induction du mésoderme, même si les protéines VECT et VG1 sont présentes. Donc, ça veut dire que on a bien celui qui est en premier ordre, c'est-à-dire celui qui permet l'induction du mésoderme, c'est bien la protéine nodale qui va ensuite sûrement agir par VECT et VG1. Mais en tout cas, c'est elle qui est en première ligne. Donc, du coup, si on résume, si je reprends du coup mon schéma bilan, est-ce qu'il y a des questions sur cette expérience C? Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que si je reprends cet embryon à 32 cellules, ici, j'ai de la bêta-caténine. Donc, on a compris pourquoi dans le centre de Newcoop, en fait, on avait la présence de bêta-caténine. Tout simplement, la bêta-caténine était présente partout, mais grâce à la délocalisation des ARN messagers Wnt11 dans la région dorso-végétative, quand ces ARN messagers seront traduits en protéine Wnt11, cette protéine sera sécrétée dans le centre de Newcoop et elle va protéger la bêta-caténine uniquement dans cette région de la dégradation. Dans tout le reste, elle sera dégradée. Autre chose, ce qu'on vous disait aussi, c'est que dans le texte, on vous disait que la protéine, en fait, VG1, on vous disait tout à l'heure qu'elle était accumulée, en fait, qu'elle était délocalisée par la rotation corticale au niveau de la région dorso-végétative. En fait, c'est pas tout à fait qu'elle est délocalisée, c'est que c'est une autre protéine qui est la protéine, en fait, une protéase qui va être délocalisée dans cette région-là, tout comme par exemple la protéine Wnt11. Et en fait, VG1 en fait est à la base en réalité un ARN messager qui sera traduit en protéine, mais là où il y aura cette fameuse protéase, ce sera le seul endroit où elle sera activée. En fait, cette protéine VG1, en fait, si elle ne subit pas un clivage protéolytique, elle reste inactive. Donc, on peut penser, on avait vu ça avec des enzymes digestives comme la trypsine, qui était d'abord sous forme inactive qu'on appelait la trypsinogène. Et quand on découpait une partie de sa séquence, on libérait le site actif et elle devenait active. Alors là, il ne s'agit pas d'une enzyme, mais cette protéine informationnelle VG1, elle va subir un clivage protéolytique qui va l'activer uniquement dans la région dorso-végétative. Donc, ça veut dire que dans ma blastula, au niveau du centre de Newcoop, j'ai la protéine VG1 et j'ai 2, la protéine bêta-caténine. Troisième chose, j'ai dans toute cette partie-là, dans toute la partie basse en fait de la morula, donc en gros dans tous les blastomères D, je vais avoir la présence d'un ARN messager VECT qui va être traduit
et qui va donner du coup la protéine VECT. Donc, si je résume, hein, dans toute la partie basse ici, j'ai VECT. Et dans le centre de Newcoop, une partie de cette partie basse, j'ai en plus, du coup, comment ça s'appelle, la protéine bêta-caténine et la protéine VG1. Donc, ça veut dire que ici, dans cette zone-là, dans le centre de Newcoop, comme j'ai la protéine bêta-caténine, VG1 et VECT, eh ben, je vais avoir après la transition blastuléenne, je vais avoir du coup la transcription, hein, d'une forte quantité du gène nodal, hein. C'est-à-dire, je vais avoir beaucoup de transcription, hein, du gène nodal, ce qui va me permettre de former beaucoup de protéines nodales. Dans l'autre partie, bah, je n'ai que VECT. Donc, ça veut dire que je vais produire de la protéine nodale, mais en moindre quantité, hein, de façon moins importante. Et du coup, dans ma zone marginale qui est au-dessus, je vais me retrouver ici au-dessus du centre de Newcoop. Je vais avoir, dans le centre de Newcoop, je vais avoir eu beaucoup de transcription du gène nodal. Donc, j'aurai obtenu beaucoup d'ARN messagers du gène nodal qui seront beaucoup traduits. Hein, donc, j'aurai beaucoup de protéines nodales qui vont être sécrétées dans cette zone-là. Hein, donc, ici, hein, j'aurai une forte quantité, hein, de protéines nodales, alors que au-dessus dans le reste de la zone marginale, j'aurai une plus faible quantité de protéines nodales. Ainsi, dans toute cette zone marginale, comme j'ai la présence de protéines nodales, je vais du coup exprimer des gènes du mésoderme, comme X-brachyurie, hein, X-bra, donc ça veut dire que mes cellules vont être déterminées en fait en mésoderme, mais dans la zone qui est au-dessus du centre de Newcoop, comme j'ai une forte quantité de nodales, je vais en plus je vais transcrire en plus les gènes comme goussécoïde, comme chordine, qui sont en fait des gènes qui vont conduire à la formation de mésodermes, mais plus précisément de mésodermes dorsaux, de mésodermes dorsales, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions sur ce processus ? Pas de questions ? Alors, vous verrez en fait qu'il y a l'existence d'une deuxième. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait la formation comme ça d'une zone dans la zone marginale qui est très 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 concentrée en protéines nodales. Et ben c'est ce qu'on appelle du coup, autrement dit, la sécrétion par le centre du Newcoop d'une grande quantité de protéines nodales dans la zone marginale dorsale. C'est ce qu'on appelle le signal 2. Hein, vous verrez dans le cours, hein, qui est à étudier pour aujourd'hui, un signal 2. Hein. Il y a un deuxième signal qu'on appelle le signal 1, hein, en fait, qui est produit par des FGF, hein, des facteurs de croissance fibroblastique, hein, et qui sont produits en fait justement par ces blastomères végétatifs. Et du coup, ça veut dire que la zone marginale va recevoir aussi ces protéines sécrétées, hein, FGF, et le reste, en fin de compte, de la zone marginale, c'est-à-dire la partie qui n'est pas au-dessus du centre du Newcoop, va recevoir quasiment uniquement, en fin de compte, ces molécules informationnelles FGF, et ça va constituer un signal 1 qui va permettre de transcrire des gènes, cette fois-ci, des gènes du mésoderme ventral au sens large, comme par exemple BMP4. Donc, on verra ces molécules, chordine et BMP4, dans le cours de demain. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors du coup, aujourd'hui, il n'y a pas d'exercice à faire, donc ça veut dire que je vous laisse encore un peu de temps du coup pour bien assimiler ça. Hein, donc vous allez pouvoir reprendre du coup ce schéma bilan qui était pour l'instant un premier schéma bilan simple, et je vais réaliser du coup aussi un schéma bilan pour la suite, notamment avec la présence de ce signal 1 et de ce signal 2.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce cours? Pas de questions, bah, du coup, on lève le cours.